Je suis Catherine de Médicis. J'ai été duchesse d'Urbino, reine de France, régente du royaume et mère de 3 rois. J'ai dominé la politique en France pendant près de 30 ans. Avant de rendre l'âme, je sais déjà que les historiens, les romanciers, laisseront de moi une image d'intrigante sans scrupules, froide et sanguinaire. Certes, je ne suis pas une sainte, ni un monstre, seulement une femme d'État. Je suis une Médicis. Je suis née et j'ai grandi à Florence. C'est dire que la politique coule dans mes veines depuis ma naissance. La politique est l'art de gouverner, dit-on. À Florence, l'art de gouverner suit les principes de Machiavel. Nous n'avons pas le choix. Dans cette sublime cité où le raffinement le plus délicat côtoie la cruauté la plus extrême, seules les leçons de l'auteur du Prince nous permettent de survivre. Ces talents, acquis dès mon enfance, m'ont permis de servir le royaume de France jusqu'au bout de mes forces. C'est la France que j'ai servie. Mes ennemis me surnommaient l'Italienne. C'est oublier que ma mère, Madeleine de la Tour d'Auvergne, était française. Et qu'à partir du moment où j'ai épousé Henri, fils de François Ier, alors que je n'avais que 15 ans, ma vie tout entière a été, que je l'ai voulu ou non, consacrée à la sauvegarde du royaume. Ce sont les événements qui m'ont placée à l'avant-garde. Quand j'ai épousé Henri, celui-ci n'était pas destiné à être monarque, car il n'était que le fils cadet du roi François. Mais son aîné est mort soudainement, en 1536, et il est devenu l'héritier de la couronne. Destinée à devenir reine, mon rôle se bornait à lui donner une descendance. Ce qui ne fut pas chose facile, il m'a fallu attendre 10 ans pour que naisse notre premier enfant, le futur François II. 9 autres suivront, dont 6 atteindront l'âge adulte. Après la mort de François Ier en 1549, mon époux est couronné roi de France sous le nom d'Henri II, et je deviens reine. Je n'ai pas de rôle politique, mais je m'efforce de faire venir à la cour des Italiens connus pour leur sens de la diplomatie, et qui vont épauler Henri dans sa politique européenne, car il doit faire face au puissant empereur germanique Charles Quint, dont les ambitions l'inquiètent. Henri est un époux affectueux et attentif, mais la chair est faible. Il est depuis longtemps follement amoureux de Diane de Poitiers, la plus belle femme du royaume. Je la hais. Non pour sa beauté, mais pour l'emprise qu'elle a sur le roi. Cette intrigante veut se mêler de l'éducation de mes enfants, ce que je ne supporte pas. Dès que je le peux, je m'oppose à elle. Et que puis-je faire face à la passion que Henri lui voue? Il va jusqu'à porter ses couleurs lors des tournois qu'il affectionne. Ces tournois me terrifient. Le mage Nostradamus a prédit que le roi mourrait l'œil transpercé lors d'une joute. Mais Henri se passionne pour ces affrontements et, en ce jour du 30 juin 1559, il fait face au chef de sa garde écossaise, Gabriel de Montgomery. Au 3e affrontement, la lance de ce dernier glisse sous le casque du roi. Celui-ci s'effondre en poussant un cri atroce. La lance a transpercé son œil droit et est ressortie à l'arrière du crâne. Horrifié, je me précipite pour qu'on l'emmène à l'hôtel des Tournelles. Je fais appel au meilleur chirurgien du royaume, Ambroise Paré, mais rien n'y fait. Henri meurt 10 jours plus tard. Me voici veuve. C'est la première épreuve douloureuse que je dois affronter. Il y en aura d'autres, beaucoup d'autres. Mais je suis une Médicis. Je dois garder la tête froide. Le sort du royaume est en jeu. Mon aîné, qui va être couronné sous le nom de François II, n'a que 15 ans. Il est encore incapable de gouverner. Je lui conseille de s'entourer de la puissante famille de Guise. Pour marquer mon chagrin, je m'habille en noir et je porte un voile qui ne me quittera plus. Quant à cette maudite Diane de Poitiers, elle est chassée de la cour. Dieu veuille que je ne la revoie jamais. François. Il n'est pas seulement jeune, il est faible, de corps et d'esprit. Il est vite écrasé par le poids politique des Guises. Cette puissante famille descend de Saint-Louis,
Et je comprends vite qu'ils veulent toujours plus de pouvoir, quitte à usurper le trône. La seule solution serait de s'allier aux Huguenots, ces barons qui se sont convertis au protestantisme. Mais eux non plus ne sont pas dignes de confiance. Ils suivent les préceptes de ce fanatique de Calvin. La conjuration d'Amboise ne fait que confirmer mes craintes. Ils mentent et renient leurs paroles. Comme pour les Guises et la maison de Lorraine, qui se servent du catholicisme, les Huguenots, avec à leur tête les Bourbons, le prince de Condé ou l'amiral de Coligny, se servent de la montée de la Réforme pour renier les pouvoirs du prince. Philippe Auguste, Saint-Louis, Philippe le Bel, ces grands rois avaient maté les barons et affermi le pouvoir royal. À présent, c'est l'heure de la revanche pour ces rebelles, au moment où la monarchie est affaiblie. Je ne le laisserai pas faire. À aucun prix, je sauverai le royaume de tous ses ennemis, d'où qu'ils viennent. Je suis une femme d'État. Et une femme d'État doit faire face aux épreuves. Après seulement 17 mois de règne, François meurt d'une pneumonie. Mon fils aîné est mort. La douleur est si vive que je crains de m'effondrer. Mais non, je dois être forte, je dois tenir. Le sang des Valois, le sort de la dynastie, est entre mes mains. Mon deuxième fils, Charles, devient le nouveau roi sous le nom de Charles IX. Mais il est mineur. Alors je prends les choses en main, je suis nommée gouvernante de France. Gouvernante et non régente. Il s'agit de ne pas mécontenter les grands. Ce sera ma ligne politique, trouver un équilibre entre catholiques et protestants, entre Guise et Navarre. Ne jamais me laisser déborder, garder le pouvoir de décision entre les mains de la monarchie. Ce ne sera pas seulement ma ligne politique, ce sera également mon chemin de croix. À chaque fois que je parviens à calmer les esprits, à chaque fois que j'arrive à arracher un traité à force de négociation, l'une des parties remet de l'huile sur le feu. En 1562, l'édit de janvier autorise la liberté de culte pour les protestants, mais cela ne suffit pas à ces derniers, qui en demandent toujours plus. Quel affront! Quant au pape, il désavoue ma politique. Me voilà bien seule. Une première guerre éclate entre Huguenots et Guises. Longtemps indécise, elle se conclut par la paix d'Amboise. Maintenant que les armes se sont tues, je peux travailler à la restauration de la concorde. J'emmène Charles dans un long périple, à travers tout le royaume, dans un grand tour de France, afin de rencontrer le peuple, les seigneurs de province, m'enquérir de leurs besoins, de leurs attentes. Charles est devenu majeur, mais comme François, il est faible, hésitant, influençable. Je suis donc sa plus proche conseillère. Ces 28 mois à sillonner le royaume semblent avoir apaisé les sujets. Mais ces Huguenots sont incorrigibles. En 1567, le prince de Condé tente de faire enlever le roi. Comment ose-t-il? Je ne peux empêcher une nouvelle guerre, qui affaiblit un peu plus le royaume. Une trêve est conclue 3 ans plus tard à Saint-Germain-en-Laye, pour un nouveau résultat nul. Que faire pour empêcher de nouveaux affrontements? Je ne vois qu'une seule solution, un coup politique audacieux qui peut fonctionner, marier ma fille Marguerite, alias Margot, au jeune roi de Navarre Henri, un des chefs protestants. Les noces ont lieu le 18 août 1572. Peu importe que Margot soit une jeune femme volage, peu importe que les deux fiancés se détestent, la paix est à ce prix. Mais l'atmosphère est lourde à Paris, en ce mois d'août, et pas seulement dans le ciel. La venue de ces milliers de Huguenots dans la capitale, la présence du duc de Guise, la bande Margot, rendent la situation très tendue. Et il y a Coligny, ce traître, qui n'a cessé de me mentir et de me tromper, a pris l'ascendant sur le roi, ce pauvre Charles, si faible et si influençable. Il essaie de le persuader d'entrer en guerre contre la puissante Espagne de Philippe II. Folie! Je n'ai pas le choix, il faut l'éliminer. Et vite. Mais l'homme chargé de le tuer rate son coup. Il ne fait que le blesser. Malheur. Très vite, la rumeur de l'attentat se propage dans toute la ville. Les Huguenots réclament vengeance et commencent à s'armer et à se diriger vers le Louvre. Que faire? Pas d'autre solution que de les devancer. Je me précipite vers le cabinet du roi et pendant plus d'1 heure, j'essaie de le convaincre d'agir au plus vite. Charles hésite, temporise, et le temps passe. À la fin, n'y tenant plus, je lui lance. Auriez-vous peur? Sa réponse fuse. Tuez-les tous, qu'il n'en reste aucun pour me le reprocher. Le sort en est jeté.
Dans la nuit du 23 au 24 août, jour de la Saint-Barthélemy, les cloches des églises sonnent à toute volée. Le massacre commence. Coligny est le premier à mourir, sous les coups de Guise. Puis c'est le tour des Huguenots installés au Louvre, sauf Navarre, mon gendre, et le prince de Condé, que je garde comme otage. Au petit matin, je quitte le palais. Partout du sang, des cadavres, une odeur pestilentielle. Je dois serrer les dents, pour ne pas dévoiler la moindre faiblesse. Mais voilà que j'apprends que le peuple de Paris s'est joint au massacre. Dans toute la ville, la boucherie se poursuit et s'amplifie. Non, je n'ai pas voulu cela. Je voulais seulement décapiter la fronde, et voilà qu'ils tuent sans distinction hommes, femmes, enfants, vieillards. Et le carnage s'étend à la province dans les jours qui suivent. Qu'ai-je fait? En éliminant les chefs huguenots, j'ai placé la monarchie dans les griffes des extrémistes catholiques. Charles commence à devenir fou. Tout ce sang versé le rend dément. Et la tuberculose le tue, à petit feu. Navarre et Condé ont renié leur foi, mais je ne suis pas dupe. Ils l'ont fait sous la contrainte. Et partout dans le royaume, de nouveaux foyers de révolte apparaissent. Et la mort continue de frapper. En mai 1574, Charles meurt de la tuberculose après une longue agonie. Après mon époux Henri, mon fils François et ma fille Élisabeth. Pourquoi le sort s'acharne-t-il ainsi? Il semble que Dieu me punisse de tout ce sang versé. Mais je ne compte pas, seule la sauvegarde du royaume m'importe. Mon dernier espoir réside en Henri, mon troisième fils, mon préféré. Il s'est toujours montré courageux dans la bataille et intelligent dans la conduite des affaires. Oui, Henri III sauvera le royaume de la division. Et je suis à ses côtés. Mais il préfère s'entourer de ces mignons, de jeunes intrigants, des parvenus sans scrupules, qui lui font prendre de mauvaises décisions. Ces parasites arrogants ne cessent de provoquer le duc de Guise, se mettant à dos des ligueurs catholiques. Folie. Suis-je donc encore la seule personne raisonnable en ce royaume? Et Henri n'a toujours pas d'enfant. S'il meurt sans descendance, c'est Navarre qui montera sur le trône, un huguenot roi de France. Malgré mon âge, malgré mes rhumatismes, je reprends mon bâton de pèlerin et je parcours à nouveau le royaume, pour faire respecter les traités de paix, si fragiles. Mais le duc de Guise et les ligueurs montent en puissance et occupent Paris. Henri commet l'irréparable, il tend un traquenard à Guise et le fait assassiner par ses mignons. Nouvelle folie. Et je n'ai plus la force. Au château de Blois, alors que je sens la vie me quitter, je me rappelle la prédiction de Nostradamus, qui avait prévu la mort de mon époux et la fin de la lignée des Valois. Je supplie mon fils Henri de se réconcilier avec Navarre, et de pousser celui-ci à se convertir à nouveau au catholicisme et mettre fin aux guerres de religion. M'a-t-il entendu? Navarre réussira-t-il là où j'ai échoué? Alors que je remets mon âme à Dieu, ma dernière prière va pour la France. Pour ce royaume que j'ai inlassablement défendu et protégé. Dieu veuille que je n'ai pas fait tout cela pour rien.